Bah du coup j'ai 35 ans. Moi j'ai jamais trop su ce que je voulais faire de ma vie. Le seul truc qui me trottait toujours dans la tête, c'était comment est-ce que je peux être utile. Donc je me suis beaucoup cherché. J'ai fait des études de droit. À un moment j'ai voulu être juge. Et puis en fait j'ai découvert l'animation. Donc, j'ai adoré faire de l'éducatif, de la pédagogie. Même si au début c'était tout début, je comprenais pas tout trop. Et puis en fait, je me suis régalé pendant des années. J'ai complètement changé mes études et j'ai voulu ensuite aller bosser dans tout ce qui était solidarité internationale, humanitaire. Et de là, j'ai complètement par hasard rencontré l'ami d'une amie. Et on a monté un organisme de colonies de vacances éducatives. Mais l'idée, c'était que tout le monde voulait faire de la mixité sociale, et nous, quand on regardait les différents organismes, on voyait pas ce qu'ils faisaient. Du coup, on s'est dit, viens, on fait le nôtre. Ce qu'on constatait, en tout cas de notre côté, ce qu'il y avait d'un côté, l'écolo de riches, d'un côté l'écolo de pauvres. Je caricature, hein, c'est pas partout, mais c'est quand même une tendance un petit peu qui nous mettait mal à l'aise, nous, en tant que directeur ou animateur. Et donc, en fait, on l'a fait, et dès l'époque, on avait déjà beaucoup réfléchi à un mot entrepreneuriat, ça n'existait pas, hein, c'était il y a 12 ans, le truc, c'était en 2008, c'est le truc dont je parle, juste avant la crise des subprimes. Et en fait, de cette époque-là, on se dit, mais comment on peut faire de la mixité? Et donc, on dit, on va voir si on peut avoir une activité économique et résoudre un problème de société. En tout cas, contribuer à résoudre. On n'a aucun cours théorique quelconque sur l'entrepreneuriat, juste on s'est monté des projets, on s'est animé des équipes, on s'est formé. On voulait juste prouver que l'argent qui était créé, c'était pas pour nous, c'était pour le projet. Et on s'est rajouté des contraintes. On a dit, on ne sera pas subventionné. Ni subvention privée, ni subvention publique. Ça prend du temps, en fait, d'aller les chercher, et ensuite on te demande de pondre des rapports. Donc en fait, tu passes, je sais pas, plusieurs dizaines de pourcents de ton temps de travail à faire des trucs pas intéressants. Et nous, on s'est dit, tout le temps qu'on a, on veut le consacrer à préparer nos séjours, former nos équipes, préparer le bon boulot, en fait. Et puis, on n'aime pas dépendre de quelqu'un. Alors, du coup, si tout d'un coup les subventions disparaissaient, en fait, ça foutait le projet en l'air. On s'est dit, on va voir si c'est possible. On savait pas, d'être autonome financièrement. Et en fait, on l'a fait. Non seulement on était autonome, mais en plus on subventionnait, on autofinançait des départs en colo. C'est-à-dire que dès nos budgets d'année, on intégrait le fait qu'on voulait faire des séjours à prix réduit pour des classes moyennes et pour des enfants en situation de handicap. Il fallait que ça coûte rien aux parents en plus, l'animateur qui allait venir en plus. Et donc de ça, on a fonctionné, moi j'ai travaillé 7 ans, et on a autofinancé plusieurs centaines de milliers d'euros d'aide au départ. Une fois, au bout de 7 ans, on nous invitait pour parler de ces colos et de cette innovation économique. Et il y a 150 personnes devant nous, des comités d'entreprise, des collectivités publiques, des associations, des structures, et on parle de ça, et à la fin, ils nous disent, mais comment vous faites? Alors on dit, mais on a besoin de vous l'expliquer, en fait, comment on fait. Sauf que pour eux, c'était tellement impossible à faire, parce qu'ils étaient tous en galère économique, que ils comprenaient pas. Après, j'ai traversé la France à pied, je frappais aux portes, j'ai demandé l'hospitalité aux gens. Je voulais voir si, à l'époque, ce qui se faisait, qui prenait soin de la terre et des hommes au niveau local. Donc, artisanat, agriculture bio, et puis aussi les industries. C'était après la crise des subprimes. Tout le monde délocalisé, et moi je me disais, mais il y a encore des gens qui restent, je voudrais comprendre pourquoi. Et en fait, ce dont tu t'aperçois, c'est déjà les gens sont accueillants. On me dit tout le temps, ça marchera jamais et tout, prends une tente. Moi, je savais pas si ça marcherait, hein, mais le seul truc que je savais, c'était qu'une tente, c'était lourd. J'ai pas de tente, machin, et j'ai rencontré des gens incroyables pendant 3 mois partout en France, de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles et tout. Donc maintenant, j'avais une croyance d'avoir une foi en l'humanité, mais maintenant, c'est plus qu'une croyance, je l'ai expérimenté. Donc je sais qu'il y a des gens extraordinaires. Et après, donc j'ai monté ce bar, qu'on a voulu vraiment être le bar dont, je sais pas vous, mais moi, en vieillissant, j'aimais de plus en plus les bons produits, j'aimais l'accueil beaucoup, et je trouvais que dans les lieux, c'était pas assez, j'en trouvais pas assez des lieux comme ça, et donc on a fait un bar un peu atypique, parce que moi j'ai jamais travaillé dans un bar de ma vie, j'ai appris à servir une bière 1 mois avant d'ouvrir,
Et en fait, j'ai appris ce métier pendant 2 ans et demi. Et vraiment avec de nouveau les valeurs qui vont tout devant, quoi. Accueillir, servir, partager. On n'a pas de carte écrite, on vient expliquer aux gens, on les conseille. Les tables, elles ont pas un numéro, elles ont le prénom d'une des personnes qui fait partie du groupe. À chaque fois, c'est ça. Et donc maintenant, c'est Time for the Planet. Le but, c'est de lutter contre le réchauffement climatique à une échelle mondiale. Le but, c'est utiliser des innovations, qu'elles soient high-tech, low-tech, no-tech, des services par exemple, qui ont un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et l'alternative à l'épuisement des ressources. Time, ça va être que dans ces 3 secteurs. Parce que ces 3 secteurs, c'est eux qui vont impacter le réchauffement climatique. Il y a plein d'autres problèmes écologiques à résoudre, mais nous, Time, c'est que celui-là. Il faudra résoudre les autres. On aidera tous les gens qui veulent aider les autres avec nos recettes s'il faut. Mais nous, on va se concentrer sur celui-là pour être plus efficace sur celui-là. Ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a plein d'innovations, que ce soit high-tech, low-tech ou no-tech, qui ont un lien direct avec ces 3 éléments. Sauf qu'elles ont du mal à se développer. Je vais prendre un exemple très concret. À Lyon, il y a un ingénieur qui a inventé une sorte de capteur de CO2 qu'on branche à la sortie des cheminées d'usine, qui vient solidifier le CO2. Et ensuite, on peut aller le stocker dans du basalte. Et ensuite, il y a une réaction chimique qui s'opère. Et le carbone est définitivement stocké. On stocke pas du gaz sous terre en mode j'enterre un truc, machin. Et en fait, ce gars-là, lui, il est pas entrepreneur. C'est-à-dire qu'il sait faire une machine, mais il sait pas comment on va rendre la machine réelle et la commercialiser, etc. Donc, on se dit, ces types-là, il faut qu'on leur adjoigne des entrepreneurs. On se dit, si on associe les deux qui sont alignés sur les valeurs, on peut faire des trucs de fou. Parce qu'il y a un truc théorique et il y a un aspect pratique. Et si tu veux avoir un impact beaucoup plus rapide, tu peux utiliser l'argent. Avec beaucoup d'argent, tu peux devenir très grand très vite. Autant Peugeot a 1 siècle d'existence, autant Uber a 5 ans d'existence. Alors Uber, je dis pas que c'est bien ce qu'il faut faire, c'est juste pour illustrer qu'en quelques années seulement, tu peux exister dans le monde entier à coup d'argent. Et donc, en fait, avoir beaucoup d'argent dès le début, ça te permet de payer une équipe pour te développer plus vite. En fait. Sinon, il faut que tu attendes progressivement d'avancer. Et la dernière clé, c'est que cette technologie, si on veut vraiment qu'elle puisse exister et avoir un impact massif, il faut qu'elle puisse être distribuée partout dans le monde gratuitement. Pas le produit lui va être vendu. Par contre, si quelqu'un veut faire son usine, j'en sais trop rien, basée sur la même technologie, on va lui donner le droit de le faire gratuitement. On va enlever tous les freins. Celui des brevets notamment et de l'exclusivité. Donc en fait, on va créer nos concurrents. Mais c'est pas un problème. Notre problème à nous, c'est le réchauffement climatique. Plus il y a de concurrents qui vendent ce capteur de CO2, et plus le problème il est réglé vite. Donc c'est ça Time for the Planet. C'est comment, en étant tout petit et pas très nombreux, tu peux avoir l'impact le plus gros possible. En fait, les actionnaires, ils renoncent à toucher des dividendes. Ils amènent de l'argent dans le projet. Cet argent, c'est un moyen de faire des choses, mais c'est pas leur finalité de gagner de l'argent avec cet argent. Et donc là, en quelques mois, on a plus de 400 000 euros d'investissement et 1500 actionnaires. Et si on était un crowdfunding, on est dans le top 10 européen, je crois, un truc comme ça. Et juste 4 potes à Lyon, quoi, tu vois. À l'époque, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières d'agir que le politique, l'associatif ou les sociétés commerciales? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un nouveau truc? Donc ça fait 12 ans que ça nous trotte dans la tête. Et donc il y a 3 ans, on a lu Servine, les Jean Covici et compagnie. Et on s'est dit, waouh, ça craint vraiment ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit oui, la technologie, elle sauvera pas le monde. Alors, on en est bien conscient et c'est pas ce qu'on essaie de faire. Ça, c'est important. On dit tout le temps, c'est collectivement, il faut faire évoluer les mentalités. On est hyper d'accord et en plus, on vient de l'éducatif. C'est vraiment ça à quoi on croit. Par contre, on sait qu'il reste, d'après le GIEC, 15, 20, 30 ans max pour pouvoir avoir un impact pour qu'à la fin du siècle, il y ait une planète encore à vivre. Et donc, prendre uniquement le pari qu'on peut changer la mentalité de 7 milliards d'êtres humains en 15 ans, ultra compliqué. En plus, si on regarde un petit peu comment il fonctionne l'humain, c'est que depuis 60 000 ans, son évolution, elle est basée sur j'augmente mes chances de survie, donc mon confort, en minimisant mes efforts. De façon générale, si tu veux consommer des tomates bio, on va dire, et ben ça va te demander peut-être en grande partie un effort financier,
ou un effort de temps. Si tu vas l'acheter en vente directe, peut-être que tu la paieras moins cher que la tomate bio du supermarché, mais ça te demande d'aller à un endroit pour tes légumes et d'aller à d'autres endroits pour d'autres trucs. Donc c'est contraignant. L'autre contrainte, si tu vas en supermarché, pour quelqu'un qui n'a pas trop d'argent, c'est que ça coûte plus cher. Donc en fait, très souvent, il va choisir le moins cher. Nous, ce qu'on essaie de décrire, c'est comment est-ce qu'on fait que cette tomate bio, elle soit plus pratique que la tomate dégueulasse, pour concurrencer le mec qui fait de la tomate dégueulasse. Donc le but, c'est de faire une tomate bio au supermarché, aussi peu cher, voire moins cher que la tomate dégueulasse. Ce qui fait qu'on peut forcer le mec qui fait de la tomate dégueulasse à faire de la tomate bio, naturellement, sans changer son état d'esprit. Et le mec qui a pas de thune, lui, il va faire ce choix-là parce qu'il sait que c'est mieux pour la planète, et enfin, il peut se le permettre. Tout comme, on veut bien faire des efforts, mais quand tu auras des canicules, on sait très bien qu'on dit oui, il faut changer les consciences collectives. Oui, mais en réalité, les choix de consommation, ils sont individuels, qu'on le veuille ou non. Quand tu as une canicule, tu as très chaud dans ton appartement à Lyon, à un moment ou à un autre, tu vas te poser cette question de la climatisation. Tu es très convaincu, tu es hyper convaincu, tu vas pas en acheter, tu vas résister. Le jour où tu as ta belle-mère qui a deux doigts de crever tous les jours, ou ton fils qui fait pas ses nuits parce qu'il fait ultra chaud, le mec, il est responsable de vie, il va devoir trouver une solution. Aussi convaincu qu'il soit, il est responsable de la vie des autres, et donc il va le faire. Donc l'idée, c'est que si il doit acheter un climatiseur, nous on espère que jamais il aura en acheter, eh ben, il faut inventer le climatiseur qui coûte aussi peu cher que celui qui aurait pu se permettre, pour qu'il achète lui et pas ceux qui sont polluants. Mais il faut faire que ce climatiseur, ce soit un climatiseur sans électricité par exemple. Comme ça, tu fais pas tourner des centrales à charbon pendant le même laps de temps. À partir du moment où tu vends des climatiseurs, tu vas faire chier les industriels qui vendent des climatiseurs. Donc ils vont se mettre à vouloir construire ton climatiseur. Et si tu leur donnes les plans, ils n'ont pas besoin de faire du lobby pour que ton climatiseur soit interdit. Ils vont utiliser tes plans et ils vont faire celui-là. Surtout qu'ils savent au fond d'eux que c'est mieux. Et là, on est dans les phases donc de rassembler des associés. N'importe qui peut être associé Time for the Planet. La planète appartient à tout le monde. Time doit appartenir à tout le monde. À partir d'1 euro, on peut devenir actionnaire. Il faut de l'argent. On est en phase de collecter de l'argent. Et des projets. Donc là, on est en phase de sélectionner des projets. Et ce qu'on espère, c'est aller chercher des grosses sommes d'argent en millions d'euros et avoir sélectionné 2-3 projets d'ici 1 an pour commencer ça. Et l'objectif, c'est d'être un projet mondial, un mouvement mondial citoyen. Nous, en fait, on a envie qu'il y ait de l'argent pour pouvoir payer des gens compétents à faire des choses extraordinaires. L'argent, on le voit comme un moyen et pas comme une finalité. C'est important d'insister là-dessus, parce que ça peut faire flipper de se dire mais pourquoi ils ont besoin de millions pour faire des trucs de fou? Bah, c'est parce que ça urge, donc il faut aller très très vite. En fait, moi, s'il y a un truc que je dirais, c'est d'accepter que le monde il est ultra compliqué. Il n'est pas noir ou blanc. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Il y a des connards, mais c'est une frange. Vraiment. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est que si ces connards, ils utilisent des outils pour faire de la merde, en fait, c'est de prendre les mêmes outils qu'eux et de devenir plus gros, plus fort qu'eux, en fait. Et que ensuite, créer une espèce de pression sociale pour que on fasse pas de la merde. Plutôt que se dire, ah non, les gars qui font ça, par exemple des grandes entreprises, c'est pas mon truc. Ben si, monte une grande entreprise, tu peux faire le Monsanto de l'agroécologie, par exemple. La force de Monsanto, c'est que c'est un réseau mondial de distribution. Ça, c'est leur force qui peut faire que tu peux opérer des changements mondiaux. Par contre, ce qu'ils font, c'est de la merde avec les OGM. Mais, si toi, tu deviens une espèce de géant concurrent de Monsanto, peut-être qu'à terme, tu aurais grignoté Monsanto. Et du coup, Monsanto n'existerait pas. Voilà. L'outil, la complexité du monde, la joie de vivre, c'est parce qu'on est joyeux qu'on arrive à se mettre en action, c'est parce qu'on est joyeux qu'on arrive à entraîner des gens avec nous, et être constamment, uniquement dans la critique. Je l'ai été beaucoup, hein, moi, mais aujourd'hui, je vois plus à quoi ça sert, en fait, parce que on n'a pas de temps, et si on prend du temps à se pointer du doigt, on prend pas du temps pour changer les choses. On n'est pas là pour faire les procès des uns et des autres, ce qui est fait est fait. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va être fait à partir de maintenant. Et il faut pas attendre qu'on ait une idée parfaite pour la faire. Non, ça n'existe pas dans l'histoire du monde, on l'a jamais vu. Les choses s'améliorent, et donc il faut agir.
La critique, c'est intéressant parce que ça permet des fois de pointer des choses, et ensuite il faut repositionner, réaméliorer. Elle sert à ça, la critique. Mais faut pas oublier l'action, vraiment. Et puis surtout, il faut soutenir les gens qui font des actions, parce que sinon, on pète le moral de tout le monde. En fait, c'est tout con, c'est soit je vais me foutre dans une maison à la campagne, et puis j'attends avec ma petite binouse que ça se pète la gueule. J'adore la bière, je suis en bar à bière. C'est pour ça que je parle de la bière, c'est pas une critique des gens qui boivent de la bière. Mais disons que si j'ai plus aucun espoir qu'il se passe des choses, j'ai juste à faire ça en fait. Et puis à pas emmerder les gens qui pensent qu'il y a des trucs qui sont faisables. Si je suis convaincu que ça va se péter la gueule, bah je reste dans mon coin, tu vois. J'ai pas besoin d'aller dire ah ça sert à rien de faire des trucs, ça va se péter la gueule. Soit je me dis je vais essayer de faire des trucs. Je sais pas si ça aura un impact, je sais pas si ça sera suffisant, j'en sais rien. Mais de toute façon, il me reste quelques dizaines d'années de vie devant moi. La question c'est comment je l'occupe. Bah je l'occupe en essayant des choses. Et au pire, à titre personnel, j'aurais rencontré beaucoup de gens, j'aurais appris plein de choses, je me serais marré avec mes potes. Et ça va me nourrir. Alors que d'être dans ma bière pendant 30 ans, je pense que je vais en pâtir physiquement. Et puis même juste à ressasser des idées négatives, je pense que je vais pas aider mon affect. Donc j'ai de l'espoir parce que c'est ce qui te fait te lever le matin en fait. Tout ça, on ne sait pas de quoi demain il fait. Qui aurait prévu que la moitié de la population mondiale serait confinée? Et des désastres écologiques, il y en a plein qui ont été résolus. Moi, quand j'étais gamin, il y avait les pluies acides. Les pluies acides, c'est plus trop un sujet d'actualité. Enfin, en tout cas, ça a été réglementé. Le trouble de la couche d'ozone. Il y a eu beaucoup de désastres qui, à l'époque, c'était waouh, on n'y arrivera jamais, qui ont été résolus. Alors peut-être que celui-là est encore plus gros. Et il y en a d'autres, la biodiversité, la pollution plastique, l'acidification, il y en a plein. Mais ce qui est vrai, c'est que l'histoire a déjà montré qu'on avait résolu des trucs gigantesques. Je suis pas... Les gens me disent, ouais, le gars, il est trop naïf et nanani. Non, je le suis pas non plus. Je suis au courant de toutes les horreurs qui se passent. C'est juste que j'ai décidé d'utiliser le peu de temps que je peux donner à la planète à faire et pas à me péter le moral, quoi. Et puis au pire, si ça sert à rien, ben, ça n'aura pas plus servi que boire ma bière. Et donc, voilà. Et donc, pour moi, pourquoi s'il y a une espèce d'inaction politique et au niveau des grands groupes, c'est qu'en fait, ils savent pas quoi faire. Eux, leur rôle, c'est pas d'inventer. Et donc, quand on demande à des mecs qui sont là juste pour piloter un gros paquebot et faire qu'ils tanguent pas trop, quand tout d'un coup, le truc, il est en train de s'échouer, je sais pas, moi, on m'a juste appris à diriger ce truc. Mais de trouver la solution à comment on va construire des radeaux. Et donc, en fait, on demande à des gens qui sont pas câblés pour ça, de faire ça. En fait, on manifeste pour faire bouger ce gros truc. Ce gros truc, on essaye de le faire bouger. Et en fait, il bouge pas parce qu'il sait pas quoi faire. Et donc, si on perd du temps à continuer à un truc dont on sait qu'il va pas bouger, de bouger, le risque c'est qu'on est en train de couler pendant ce temps. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent le tour, qui inventent d'autres choses, un autre monde, une autre façon de s'organiser. Pour aider, devenir actionnaire de Time. Alors c'est drôle, on dit actionnaire, mais un actionnaire qui touchera jamais de dividendes. Et un actionnaire qui devient du coup copropriétaire de Time et qui peut vérifier que ce qu'on dit sera bien appliqué. Ça c'est le premier truc. Et deuxièmement, faire connaître Time. C'est vraiment le nerf de la guerre, ça sera de faire connaître ce projet. Donc si vous voulez qu'on vienne parler du projet dans votre asso, dans votre entreprise, où vous travaillez, dans votre quartier, j'en sais rien, pour une fête de votre village, j'en ai aucune idée, n'importe quoi, et on vient, on se déplace, on vient à 2 en général, et on explique, et puis après, nous on n'essaie pas de convertir qui que ce soit, c'est juste, on dit ce qu'on fait, et puis les gens qui ont envie, ils viennent, mais les gens doivent rester libres. Ça c'est une de nos plus grosses valeurs aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans l'entrepreneuriat, beaucoup, c'est que on n'aime pas qu'on nous dise quoi faire. C'est très français de dire ouais, si c'est petit c'est bien et si c'est gros c'est forcément le mal. Il y a des trucs qui peuvent être gros si vous imitez vos valeurs, si vous mettez des garde-fous et si vous créez une culture d'entreprise hyper saine, transparente, etc. Faire des trucs de dingue. En gros, quand tu crées une entreprise, tu crées tes propres règles du jeu. Si tu trouves que les règles du jeu du monde elles sont dégueulasses, crée une entreprise, change les règles et sois inspirant. Si t'es inspirant, qu'il y en a d'autres qui se mettent à faire comme toi, petit à petit on gagne la bataille.